Nous sommes des chômeurs à activité réduite. Et donc, en ce sens-là, en nous appelant coordination des intermittents et précaires, nous nous inscrivons dans un mouvement de chômeurs beaucoup plus large. Car nos préoccupations sont celles des chômeurs à activité réduite. La CIP, je dirais, comme c'est un mouvement horizontal, a une forme d'indépendance qui est plus évidente. Et en disant ça, je ne compte absolument pas taper sur les syndicats, mais eux ont d'autres dossiers ailleurs, ils ont à dealer autre chose, et surtout ils ont aussi des comptes à rendre que nous n'avons pas. Et donc effectivement, ça nous a permis de faire des actions, certaines actions que le syndicat n'aurait pas pu se permettre de faire. Notamment quand, effectivement, toutes les actions qu'on a fait contre les traîtres de la CFDT, puisqu'il faut bien le dire très clairement, la CFDT est un mouvement, est un syndicat qui régulièrement écrase ces valeurs de syndicats de salariés. Nous avons une position qui est beaucoup plus, entre guillemets, libre par rapport à tout ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la coordination, on a toujours cultivé ce qu'on a appelé le dedans-dehors. Et ça a toujours bien marché. À savoir que les politiques au pouvoir sont tels qu'on les connaît tous, à savoir sans action, sans peur, sans affrontement, nous ne sommes pas reçus. Ça a commencé par la déflagration de l'annulation du Festival d'Avignon en 2003 suite à 3 jours de grève répétés. Quand ceux qui disent que les artistes ont pris en otage le festival, non, ce sont des jours de grève qui ont été votés en majorité. Et au bout de 3 jours de grève successives, le directeur du festival, Bernard Favre-Darcier, à l'époque, décide d'annuler le festival parce qu'au niveau de la billetterie, il ne s'en sort pas. Bien. Donc c'est bien là le droit de grève qui est appliqué. C'est-à-dire que suite à Avignon, on avait un peu la gueule de bois en septembre-octobre. Et effectivement, on se disait, attendez, l'annulation du Festival d'Avignon, il ne faut pas que ça serve à rien quand même. Le nombre de sacrifices qu'il y a eu, il ne faut pas que ça serve à rien. Et donc on a un peu relancé le processus en faisant 2 actions qui ont été majeures au mois de octobre ou novembre 2003, à savoir qu'on est intervenu sur le plateau de la Star Academy en direct, émission qui faisait énormément d'audience, et puis on est intervenu au journal de 20h, on a pris la place, mais vraiment la place, de David Pujadas, qui nous a laissé lire un communiqué. On a pris sa place en direct au JT de 20h. Ça ne s'était jamais fait. Ces 2 actions-là, aussi médiatiques, nous ont permis immédiatement de contacter, donc ça c'est ce qu'on appelle le dehors, mais le dedans, auquel je suis beaucoup investi, à savoir la relation avec les politiques, avec les syndicats, nous ont permis immédiatement de contacter des gens comme Noël Mamère qui nous ont dit « mais moi je veux bien vous aider et on va monter un comité de suivi à l'Assemblée nationale ». Et on se réunissait toutes les semaines pour faire des contre-propositions avec des députés et sénateurs de tous bords et avec aussi toutes les organisations du secteur, y compris les syndicats, bien sûr. Enfin, quand je dis organisations du secteur, ça allait de la CGT Spectacle à la SRF, Société des réalisateurs de films. Et là, on a élaboré des contre-propositions. Si jamais il n'y avait pas eu d'annulation d'Avignon, que nous avons tous regretté, quand je dis nous avons tous regretté, aucun artiste, aucun technicien ne peut souhaiter, franchement, que son spectacle soit arrêté. Ça, c'est des conneries. Si on dit toujours, oui, les artistes et techniciens, ils ont un avantage, c'est qu'ils adorent ce qu'ils font. C'est vrai. Alors, il faut se poser la question. Si on adore vraiment ce qu'on fait, et c'est vrai, imaginez le niveau de sacrifice à vouloir ne pas exercer une activité qu'on adore. Pour vous dire à quel point la situation était grave. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça a créé un précédent. Et pour la tête de tous les politiques, ils savent que si ça a été fait une fois, c'est possible. C'est encore possible. Et pour finir très rapidement, je voudrais faire un parallèle avec une autre catégorie de travailleurs qui étaient les profs. Ces gens-là, ces profs nous ont beaucoup aidés en 2003 par défaut. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'au niveau du calendrier, en 2003, cette même année, beaucoup de profs en étaient à 2 mois de grève. Je dis bien 2 mois de grève. Et ils n'ont pas osé faire une chose, à savoir l'annulation du bac. Ils ont eu la pression des parents d'élèves, pression du ministère,
Et ils ont accepté de corriger le bac, à part 2 ou 3 qui sont enchaînés à des grilles de lycée à Toulouse. Ils ont accepté, et à cause de ça, évidemment, ils n'ont jamais été entendus, et leurs 2 mois de grève ont été faits pour rien. Le toit du MEDEF n'était que pour mettre en avant le fait que le dialogue social n'existe pas, que le fait que c'est du pipeau total, que le fait qu'une organisation comme le MEDEF, qui a à elle seule un droit de veto sur tous les accords, que ce soit sécurité sociale, assurance chômage, retraite, etc., c'est une honte pour la démocratie. Et donc, c'est ça que nous avons mis en avant. C'est ça que nous avons mis en avant. Parce qu'en fait, on nous rebat les oreilles. Là, j'avance peut-être un peu en besogne, mais on nous rebat les oreilles avec cette histoire de dialogue social. Et jamais un président, Hollande, n'a aussi autant mis en avant le dialogue social, etc., etc. Mais le dialogue social, c'est du pipeau total. C'est du pipeau total. C'est un des plus grands scandales de ce pays, moi, à mon avis. Je veux dire, on est parti de, quand même, on a une histoire. En 1789, on n'a pas accepté que le clergé vaille une voix, l'aristocratie une voix et le peuple une voix. Et là, on accepte qu'une organisation qui représente uniquement les grosses entreprises ait à eux tout seuls, un droit de veto, 50% des voix et un droit de regard, et donc 100% de la décision, puisque s'ils ne signent pas, les accords ne sont pas signés, un droit de veto sur tout ce qui gouverne nos vies. Mais c'est absolument hallucinant. On part du Conseil national de la résistance, qui invente des caisses sociales, qui invente cette sécurité sociale qu'on connaît tous, dans lequel il y a l'assurance chômage, et qui rêve ces caisses-là gérées par les principaux concernés, les salariés. Et puis ensuite, on fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est-à-dire que, concrètement, en 1958, on invente l'assurance chômage, et pour la première fois, on invente les décisions paritaires. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les patrons dans la boucle. Et donc on dit oui, les décisions vont être paritaires, autant patronales, syndicats de patrons que salariés. Et on arrive maintenant où non seulement c'est paritaire, mais c'est pipé total, puisque le MEDEF, à lui tout seul, a un droit de regard sur nos vies. Et ça, c'est hallucinant. Et le fait que personne ne remette en cause les règles du dialogue social, c'est hallucinant. C'est quoi ces annexes 8 et 10? D'abord, c'est une chose simple. Ce sont les patrons qui les inventent. Parce qu'ils s'aperçoivent d'une chose, que le règlement d'assurance chômage traditionnel, le règlement général pour les travailleurs qui sont en temps plein, n'est pas adapté à l'emploi discontinu. Il ne s'agit pas de culture, il ne s'agit pas d'art, il s'agit uniquement de discontinuité de l'emploi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il s'agit uniquement de répondre à la discontinuité de l'emploi. Et on invente un régime spécifique, adapté d'abord aux techniciens du cinéma, puis ensuite aux artistes, pour répondre à cette spécificité de la discontinuité de l'emploi. Il existe déjà un régime, l'annexe 4, pour les intérimaires. Mais il se trouve que notre discontinuité de l'emploi n'est pas la même que celle des intérimaires, parce que les intérimaires ont tendance à faire des contrats longs, 3, 4, 5 mois, puis après des creux, comme 2, 3 mois, comme les saisonniers. Nous, c'est un jour par-ci, un jour par-là. Donc il y a plus de gruyère. Et donc on invente ça. Dans une période où on est, entre guillemets, en plein emploi. Je dis bien entre guillemets, puisque tout le monde sait bien que le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé, dans le sens où on était plutôt dans une période où il y avait la moitié de la population qui était sans emploi, du moins qui travaillait beaucoup mais était sans emploi, à savoir les femmes. Bien. Il y avait beaucoup moins de femmes sur le marché du travail. Du moins sur le marché de l'emploi, puisque on y reviendra après, mais il faut vraiment faire une grosse différence entre travail et emploi, et tant qu'on ne comprendra pas ça, c'est pareil, on ira droit dans le mur. Donc, par rapport à ça, il y a cette spécificité-là. Ce régime spécifique aurait très bien pu concerner les chaudronniers, les tapissiers, les plombiers, si jamais ces activités-là avaient été par nature discontinues. Le type qui est régisseur de théâtre et qui monte des décors,
effectivement, on peut lui dire, mais finalement, monter un décor, quand tu es en train de monter ton décor avec une viseuse, c'est pas différent que de monter une cuisine. Bah ouais, c'est pas différent que de monter une cuisine. Simplement, le gars, il va pas monter des décors tous les jours. Et c'est sûr qu'il aura des trous dans son emploi du temps. Et à ce moment-là, on dit, bah oui, ce gars-là, il faut bien essayer d'assurer une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Et c'est ça, l'intermittence du spectacle. Gérard Depardieu ne travaille pas, n'a pas du tout les horaires de travail de quelqu'un qui est en CDI, qui travaille à la poste. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'enchaîne pas film par film. Simplement, c'est un intermittent qui n'est pas indemnisé. Qui n'est pas indemnisé parce qu'il gagne trop d'argent pour percevoir de l'assurance chômage. Voilà. Et ça, cette cabale-là, j'ouvre une parenthèse, c'est monstrueux d'oser dire que des stars touchent l'assurance chômage ou que des gens, c'est pas possible. Donc c'est pas possible parce qu'il y a un système de carence qui fait que si tu gagnes trop de pognon, tu peux pas toucher l'assurance chômage. En plus, ces gens-là sont même pas inscrits. Mais de fait, ce sont tous des intermittents. Au niveau de leur pratique d'emploi, ce sont tous des intermittents. Sur les intermittents du spectacle, comme il y avait eu un accord de branche, normalement c'est l'assurance chômage, donc c'est les confédérations qui décident. Donc ce n'est pas les syndicats du secteur, mais c'est les organismes confédéraux, donc la CGT, CFDT, etc., puis le MEDEF, etc. Mais là, il y avait eu un accord au niveau des accords de branche, à savoir la CGT Spectacle, la FO Spectacle, toutes les branches spectacle, et aussi les employeurs du spectacle qui ne sont pas affiliés au MEDEF, mais employeurs du spectacle. Le syndicat des patrons de théâtre, le syndicat des producteurs audiovisuels, etc., tout ce qui est des patrons de théâtre réunis dans une organisation qui s'appelle la FESAC, et ils ont négocié un accord. Et il se trouve que cet accord a été imposé, a été imposé sur la table des confédérations. Et comme les confédérations ne sont pas rentrées en négo, c'est l'État qui a pris l'accord des intermittents négocié par les syndicats de branche et qui l'a imposé par décret. Parce que quand on dit, évidemment, quand on dit oui, le dialogue social est une erreur, etc., c'est vrai. Mais il faut toujours rappeler que c'est l'État qui, au final, décide. Parce que lors d'accords comme ça, c'est l'État qui donne son agrément. C'est savoir le ministère du Travail qui donne l'agrément. L'agrément, c'est quoi? C'est le fait d'étendre leur signature de convention à tout le monde. Et c'est le fait que ça devienne un décret, que ça fasse loi. Que ça fasse loi. Donc l'État a toujours la possibilité de refuser. Martine Aubry l'avait fait en 2000, elle avait dit non aux parts, c'est-à-dire qu'elle les avait tous renvoyés autour de la table. Donc l'État a toujours les moyens de dire non parce que la loi où le décret est supérieur à tous les accords d'assurance. Il se trouve que, à tous les accords d'assurance chômage, sécurité sociale, etc. ou retraite. Il se trouve que l'État, parce qu'ils ont d'autres deals avec eux sur d'autres sujets, eh bien, ils se plient toujours à leur desiderata et ils acceptent systématiquement les réformes de merde que ces messieurs-dames mettent en place. Quand je dis ces messieurs-dames, c'est toujours le magnifique tandem MEDEF-CFDT, puisqu'avec ce tandem-là, c'est eux qui ont de fait validé toutes les mesures les plus régressives de ces 25 dernières années, que ce soit au niveau des retraites, au niveau de la sécurité sociale ou au niveau de l'assurance chômage. Du coup, il y a un nouvel accord qui a été mis en place pour les intermittents de spectacle depuis août dernier, qui revient sur les principes d'avant 2003. Donc là, on regagne un peu du terrain puisqu'on revient à 12 mois. Donc c'est quand même une belle victoire de la lutte. La précarité explose. Ce que je veux dire, c'est quand dans les années 90 se passe le basculement entre des gens en CDI qui basculent et qui se retrouvent de plus en plus en CDD. Et là où le début des chômeurs de catégorie B et C qui explosent. Parenthèse, il y a des grandes catégories de chômeurs. On ne parle que des catégories chômeurs catégorie A, qui sont des chômeurs qui n'ont aucune activité. C'est là-dessus sur lesquels les stats sont fondés, mais c'est pas là-dessus, c'est pas ça qui a explosé. Ce qui a explosé, c'est les chômeurs de catégorie B et C, les chômeurs les gens qui ont des petites activités et qui sont les gens en temps partiel. Ces gens-là, on est passé de 500 000 à 1 700 000, et c'est l'explosion. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de mouvements, on revendiquait, on dit, mais attendez, il y a un modèle qui est l'intermittent du spectacle, il faudrait l'étendre, évidemment, à toute l'intermittence de l'emploi. Et franchement, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un pigiste
qui bosse pour l'UMA, et un acteur. C'est quoi la différence? Rien, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans le cas du pigiste, il va comme nous devoir non payer, faire ses interviews, lire des bouquins, s'intéresser au sujet, etc. Et sa partie visible, comme nous le spectacle, elle va être qu'au moment où il publie. Et à ce moment-là, on va le rémunérer pour ce qu'il publie. À la différence de celui qui va être en CDI à l'UMA, qui, lui, ce travail-là invisible, va aussi être compté puisqu'il est mensualisé. Donc heureusement pour lui, celui ou celle qui travaille à l'UMA, elle ne va pas être payée, ou il ne va pas être payé uniquement quand il publie. Hein? Bien. Eh bien, ce qu'on reconnaît pour un acteur ou pour un technicien du spectacle, on devrait évidemment le reconnaître pour un pigiste. Évidemment. Évidemment. Et ça pose la question de la différence entre travail et emploi. Pourquoi est-ce que nous sommes un laboratoire intéressant? Parce qu'on a coutume de dire que on travaille tout le temps et qu'on est employé de temps en temps. On a d'abord une loi travail qui attaque en priorité les CDI. Les CDD aussi, mais surtout la figure du CDI, surtout la figure d'emploi permanent, parce que c'est eux qui vont être les plus touchés par toutes les mesures facilitant dans le licenciement, le dumping social, etc., etc. Ok, donc une figure créant du dumping social et attaquant comme jamais les gens qui sont dans l'emploi stable. Et de l'autre côté, on avait des négociations dont personne ne parlait d'assurance chômage au MEDEF, qui visait, parce que le programme pour le régime général, pour les intermittents, c'était pas terrible, mais pour le régime général, c'était une catastrophe. Ça visait particulièrement à exploser, à diminuer toutes les indemnités de gens qui étaient dans l'activité réduite. C'était eux la cible. Voilà le monde El Khomri. C'est-à-dire que d'un côté, on réclame de la flexibilité, et de l'autre côté, on avait une attaque sur l'assurance chômage qui visait à péter comme jamais le petit filet de sécurité qui existait pour accompagner cette flexibilité. Autrement dit, on crée de la flexibilité sans sécurité. Ça s'appelle une catastrophe, ça s'appelle de la jungle, ça s'appelle un massacre. Et ça, c'est le monde El Khomri. Et par rapport à ça, pourquoi est-ce que, à mon avis, le combat des précaires est vraiment un combat réellement révolutionnaire? Parce qu'à chaque fois qu'on touche le droit au droit des précaires, on touche au droit des gens qui sont dans l'emploi stable. À chaque fois. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'emploi stable et qu'à l'extérieur, l'assurance chômage est une horreur? Eh bien, le patron vous fait comprendre qu'il y a une armée de réserve derrière vous, si jamais vous l'ouvrez un peu trop. Ça s'appelle le lien de subordination. Et quand je dis que nous sommes un laboratoire, ce qui est très intéressant, c'est quand on a été attaqué en 2003. L'attaque a consisté à faire en sorte qu'on ait moins de temps pour faire nos heures. On ait moins de temps pour accéder au régime. On avait 12 mois, on est passé de 12 mois à 10 mois pour faire nos heures. Bien. Les conséquences de quoi? Conséquences, c'est quoi les conséquences? Conséquences, première des conséquences, baisse de salaire généralisée. Pourquoi? Parce que l'employeur, en face de nous, il sait bien que quand il t'apporte un emploi, il t'apporte beaucoup plus que du salaire, il t'apporte des heures qui vont avec. Et donc, on a été obligé, au fur et à mesure, d'accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, pour rentrer dans les cadres, pour faire des heures. Et c'est ça que recherche le MEDEF. C'est pour ça qu'il ne lâchera jamais la direction de l'assurance chômage. Parce que le MEDEF, en étant maître de l'assurance chômage, applique pleinement sa politique, à savoir de la main-d'œuvre à pas cher, à bon marché, et que les gens n'aient pas la possibilité de dire non. Plus nous sommes couverts, plus le lien de subordination est lâche. C'est-à-dire que quand tu as 12 mois pour faire tes heures, eh bien, tu peux plus facilement dire non à des projets qui ne te conviennent pas. Ou alors, où tu estimes que vraiment tu es trop mal payé. Alors, ça paraît énorme quand je dis ça. Parce qu'évidemment, encore une fois, les gens se sont dit, oui, attends, c'est déjà bien d'avoir un boulot, donc voilà. Ben non. Eh ben non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes les premiers à défendre le salariat et la présomption de salariat.
puisque je rappelle que c'est bien parce qu'il y a présomption de salariat que nous avons le droit à l'assurance chômage. Un auto-entrepreneur, n'a pas le droit. Et nous pensons, nous pensons que, contrairement à ce que tout le monde raconte, hein, enfin, beaucoup de gens, hein, pas que à droite, il n'y a pas que Nathalie Kosciusko-Morizet qui vante ces histoires de auto-entrepreneuriat et de self-made man, etc., etc. Ça prend aussi beaucoup à gauche, et pas que Macron. Ces attaques-là contre le salarié sont menées, ça va aussi avec la forte régression des droits. Ce que je veux dire par là, c'est que là où l'attaque est très forte en face, où ils sont très malins, c'est que salarié égale ringard, et auto-entrepreneuriat ou nouvelle forme de business, c'est moderne. Uber, c'est le présent et ce sera l'avenir. Et il n'y a pas de ringardise à utiliser un smartphone pour avoir un taxi plus facilement. Mais là où ils ont tort, mais en même temps où ils sont très malins, c'est que c'est quoi franchement la différence à appeler un taxi avec un téléphone ou appeler un taxi via une application sur smartphone? Il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, la façon dont on appelle le taxi ne pourrait rien avoir avec ensuite les conséquences salariés. On pourrait très bien imaginer que Uber salarie tous ces chauffeurs de taxi, qui seraient donc des gens couverts pour la sécurité sociale, couverts pour leur retraite, etc. Rien que pour ça, mais pour plein d'autres choses. Effectivement, il faudrait imposer que Uber existe, c'est super, on ne va pas aller contre eux, c'est super, formidable, mais Uber doit salarier tous les gens qui travaillent pour lui. Si je prends il y a 5 ans, en gros c'était ça. Il y a le Front National, la recette Pôle emploi, c'est on vire les étrangers, priorité aux Français. L'horreur, évidemment. En gros, il y avait toute la partie d'extrême gauche, c'est on interdit les licenciements et on réduit le temps de travail. Ça, au mieux, on fait 1 million d'emplois, ce qui serait déjà énorme, 1 million d'emplois, mais sur 6 millions de chambers, il reste encore 5 millions de personnes sur le carreau. Mais ok, au mieux, on fait 1 million d'emplois. Et puis, il y avait la recette de Hollande, un jeune, un vieux, on exempte charge sociale et on voit ce que ça a donné. C'est comme si, pour la sécurité sociale, on disait, moi, président, je vous assure qu'il n'y aura plus de malades. Et donc, à ce compte-là, je peux éliminer la sécurité sociale parce que je veux faire en sorte que tous les malades soient en bonne santé. Donc, il n'y a plus besoin de médecins, plus besoin de sécurité sociale. Et la vraie révolution, elle est sur ce changement de logiciel. C'est d'abandonner la politique de l'emploi à tout prix et de revenir à l'idée du Conseil national de la résistance, à savoir non pas des droits attachés à l'emploi, mais des droits attachés à la personne. Des droits attachés à la personne. À partir du moment où vous faites des droits attachés à l'emploi, eh bien ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas dans l'emploi n'y ont pas droit, par définition. Et quand ils font le CPA, là, le compte personnel d'activité, dont on vante les mérites, donc même la gauche, toute la gauche, même les syndicats de gauche, disent « Ah, c'est la partie positive de la loi El Khomri », c'est une véritable saloperie, c'est la petite carotte à l'emploi, à savoir que ceux qui seront les plus employés pourront le plus recharger leur petit compte d'activité et auront le droit à plein de trucs, et moins vous serez employé, plus a priori vous avez besoin de ça, eh bien moins vous l'aurez. Non, des droits attachés à la personne, il n'y a que ça qui vaille. Au niveau de l'opinion, je pense que jamais il y a eu une opinion aussi réac par rapport à cette histoire de l'emploi à tout prix. Et quand on voit les sondages, bon, ils m'effraient, même si on peut dire que les sondages c'est de la merde. Ce qui est effrayant, c'est de voir que ce sont les classes populaires qui sont le plus remontées contre les chômeurs. C'est-à-dire qu'on a Sarkozy surtout, a bien opposé en permanence le smicard qui se lève tôt aux chômeurs qui se lèvent tard. Et donc c'est la loi des pauvres contre les pauvres. D'un côté, c'est vrai que dans la classe intellectuelle, universitaire, chercheur, etc., jamais autant, cette question-là n'a autant eu vent en poupe. Et cette question-là n'est travaillée. Jamais ça a autant travaillé. Et en même temps, il y a un écart
avec, je dirais, l'opinion publique, même si on sait très bien que l'opinion publique, ça se bouge, ça s'explique, etc. Mais en tout cas je pense que le frein, pour les candidats de gauche, le frein, il va venir de là, parce que ce n'est pas une chose populaire que de dire que tout le monde, comme nous le disons, que tous les chômeurs, quels qu'ils soient, doivent avoir une rémunération chômage. Évidemment, les néolibéraux prennent cette chose-là, comme Sarko et compagnie, en font une sorte de revenu de base, que dalle, 400, 500 euros, qui regrouperait toutes les aides. Donc là, tout le monde se fait avoir, parce que si tu ajoutes le RSA, l'alloc logement, l'allocation adulte handicapé, l'allocation femme isolée, etc., 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 souvent, tu arrives à, heureusement, bien plus que 400 ou 450 euros. Donc le fait de regrouper tout, c'est encore pour gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Les politiques ne parlent jamais d'assurance chômage. Ils parlent toujours des chômeurs comme des travailleurs non emploi. C'est-à-dire que les politiques s'intéressent aux gens qui vont être licenciés. Voilà. En gros, l'image du politique, c'est le mec, il est devant l'usine et il dit non, Goodyear, faut pas que ça ferme. Mais une fois que le mec de Goodyear il est au chômage, lui, le politique, c'est plus son job. Il est plus là, le gars. Le gars, c'est plus un client pour lui. Qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Hein. Enfin, je veux dire, quand on fait 40 milliards de cadeaux au CICE, aux entreprises, etc., etc. Après, c'est vraiment une volonté politique. Hein. Le prix de l'emploi à tout prix, c'est 100 milliards d'euros par an. Le prix de l'emploi à tout prix, c'est 100 milliards d'euros par an. Là, pour condamner l'emploi à tout prix, il y a dans l'actualité un truc absolument génial. C'est l'histoire de Belfort avec Alstom. Les mecs, pour maintenir l'emploi, ils vont dépenser, je ne sais plus, je dis une connerie, mais c'est 1 million d'euros par tête de pipe, par salarié. C'est un contrat de 700 millions, c'est ça, et je crois qu'ils sont 700, enfin un truc comme ça. Ça fait 1 million d'euros par salarié pour construire des TGV dont on n'a pas besoin pour les lignes régionales. Voilà. Je pense que le salarié, le million d'euros, il préférait l'avoir dans sa poche plutôt qu'on file à Alstom le million d'euros pour que lui soit payé au SMIC derrière. Il est grand temps que la fonction publique, que les fonctionnaires cotisent pour l'assurance chômage. Je veux dire, l'État, à travers les salaires qu'il donne à la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'actuellement, seuls les salariés du privé abondent dans la caisse de l'assurance chômage, au nom du prétendu risque. Parce qu'effectivement, un fonctionnaire, un prof, de fait, ne pourra pas se retrouver au chômage. Au pire, il se fait licencier pour faute grave, et là, il n'a pas de chômage, ou s'il démissionne, il n'a pas de chômage. Donc, à ce nom-là, ok, comme il ne va pas toucher, eh bien, il ne cotise pas. Bon, déjà, assurance sociale, c'est pas pensé comme ça. Vous cotisez pas pour la maladie en étant sûr que vous êtes malade. Vous pouvez très bien, bon, peu de gens sont jamais malades, mais je veux dire, vous pouvez très bien cotiser et quasiment ne jamais toucher parce que vous avez une santé de fer. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que le fait de cotiser et de pouvoir percevoir l'assurance chômage, mais je pense, ça résoudrait bien des problèmes. Parce que le nombre d'enseignants que je connais, je parle surtout d'enseignants en collège, en lycée, le nombre d'enseignants que je connais qui n'en peuvent plus après 50 ans, qui aimeraient faire autre chose et qui restent accrochés à leur poste parce qu'ils n'ont plus le choix et ils attendent avec impatience une retraite qui est longue à venir parce qu'ils savent bien que eux, ils ne pourront pas avoir 2 ans de chômage et pour rebondir comme pourrait avoir un travailleur du privé lors d'un accident de carrière qui peut toucher jusqu'à 2 ans de chômage, voire 3 ans s'il a plus de 50 ans. Et puis, pour finir avec ça, aussi, pourquoi on a aussi beaucoup grévé les caisses ces derniers temps de l'assurance chômage? Parce qu'en allongeant l'âge de la retraite, on voit énormément de gens qui touchent de l'assurance chômage à 59 ans, 60 ans, etc., etc., alors qu'avant, ces gens-là étaient en retraite. Enfin, je veux dire, évidemment, en allongeant l'âge de la retraite, il dit, ah oui, bah, c'est super pour la caisse des retraites. Bah oui, mais en même temps, on augmente les dépenses de l'assurance chômage de seniors, entre guillemets, parce qu'ils les appellent comme ça, catégorie socio-professionnelle senior,
qui se retrouvent au chômage alors qu'avant, ils avaient un salaire de retraités. Je suis dans le même bateau qu'eux et je suis avec eux. C'est plus que de la solidarité avec les autres catégories de chômeurs. Je veux dire, on ne peut voir que les choses comme ça. Et c'est une honte de voir qu'effectivement, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, parce que là où ils sont moins dangereux que nous, c'est qu'ils n'ont pas voix aux médias comme nous, c'est qu'ils n'ont pas la symbolique de festival ou choses comme ça, donc ils sont moins dangereux médiatiquement. Ils sont en revanche bien plus nombreux, mais ils sont moins dangereux médiatiquement. Et puis surtout, il faut reconnaître, moins organisés. Pourquoi ? Parce que comme on est sur une pensée unique d'emploi à tout prix, la plupart des chômeurs ne se revendiquent pas chômeurs. Et quand ils sont chômeurs, ils ne sont pas dans la rue pour lutter pour des droits meilleurs pour eux. Ils sont obnubilés par le fait de retrouver un emploi. Et encore plus si l'emploi est en CDI. Et donc, l'avantage que nous avons, au niveau de la lutte, je parle, par rapport à un chômeur, c'est qu'un chômeur se dit, bon, c'est un accident, mais là c'est une parenthèse dans la vie, moi mon but c'est de retrouver un emploi et de ne plus jamais être chômeur. Nous savons que toute notre vie, nous aurons de fait un lien très serré avec l'assurance chômage, puisque de fait, notre emploi ne pourra pas couvrir tous nos revenus. C'est impossible. Donc ce lien privilégié, entre guillemets, avec l'assurance chômage, nous le revendiquons. Nous le revendiquons. Et nous ne sommes pas, entre guillemets, honteux de ça. Et quand je dis honteux, ce n'est pas du tout une attaque contre les chômeurs, etc. Je comprends parfaitement que à table, autour d'un repas, qu'on dit qu'est-ce que tu fais, le fait de dire je suis au chômage, c'est tellement pris comme une sorte de honte, un truc, je comprends tellement que les gens, ça les met mal à l'aise et qu'ils masquent la chose, etc., etc. Tellement, justement, et ça, c'est le revers de la politique de l'emploi à tout prix. Voilà, c'est le revers de ça. C'est que sans emploi, même ceux qui sont intérimaires ou ceux qui travaillent par discontinuité en dehors des intermittents du spectacle sont de fait stigmatisés. Dire ouais, mais c'est petits boulots, quoi, c'est petits boulots, etc., etc. Ils sont stigmatisés. Nous, ça va, on joue Racine, et puis on joue dans des films avec Gérard Depardieu, donc ça va, c'est chic. Ce débat sur moi, je ne suis pas un intermittent, je suis un artiste. Je suis comédien. Moi, je ne suis pas un intermittent, je suis un circassien. Moi, je ne suis pas intermittent, je suis un régisseur plateau, etc. Et on ne doit pas me désigner comme intermittent, etc. Ok, d'accord. En même temps, premièrement, il ne faut pas cracher dans la soupe. Parce que l'intermittence, ils l'aperçoivent, et donc c'est une réalité dans leur vie. Premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'au contraire, à force de revendiquer, de dire oui, je suis intermittent, et pas en être fier, mais en tout cas le revendiquer, eh bien, je pense que le mot sera moins sale, et en tout cas, en popularisant le mot, on pourra faire comprendre que ce serait pas mal que ça s'ouvre à tout le monde. Il ne faut pas avoir honte, et pour ne pas avoir honte, eh ben, autant le revendiquer. Donc moi, oui, je suis un intermittent du spectacle. Voilà. Je suis un intermittent de l'emploi aussi, et en particulier un intermittent du spectacle. Mais je suis un intermittent de l'emploi. Voilà. Et je le revendique.